En ce 44e jour de notre formation sur le DevOps, nous allons, n'est-ce pas, faire cette architecture-ci en utilisant Terraform. Donc ça, c'est une architecture très simple qui peut supporter peut-être, je vais dire, entre 500 et peut-être 2000 utilisateurs de manière brute parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui peuvent, n'est-ce pas, à faire que ça fait plus ou bien moins. Des paramètres comme peut-être le poids de l'application à l'intérieur, les ressources utilisées, c'est quelle RAM, c'est quel CPU, ce genre de choses. Et peut-être même le nombre de requêtes par seconde, ça peut beaucoup impacter. Alors, l'architecture qu'on a ici, c'est une architecture très simple. On a ici là, n'est-ce pas, le Route 53 pour gérer le nom de domaine. On a un load balancer qui est connecté, n'est-ce pas, à deux machines, n'est-ce pas, à deux EC2. Et les EC2 sont connectés aussi, n'est-ce pas, à un S3, peut-être si on veut stocker peut-être des images ou bien des dossiers statiques, des fichiers statiques, on peut stocker ça juste ici. Et ensuite, on a connecté ça à une base de données. Ça veut dire que là, voici l'application, tout ce qui est traité comme logique ici est stocké à l'intérieur de cette base de données-ci. Donc, on va, n'est-ce pas, appliquer ceci. Voici déjà le cours de Terraform de tout ça ici, n'est-ce pas? On va le faire ensemble. Mais avant de faire ça, il va falloir qu'on fasse quelque chose de très important et de très, très, très pertinent lorsque tu travailles, n'est-ce pas, dans de grandes entreprises. Vous vous rappelez du fichier, le fichier Overview 43, il y avait un fichier, le fichier terraform.state, n'est-ce pas? Généralement, quand vous êtes dans une entreprise et vous travaillez sur une architecture à plusieurs, ce fichier, ce n'est pas stocké sur votre machine en local, comme c'est actuellement chez moi. C'est plutôt stocké sur un service d'AWS en ligne. Ça peut être stocké sur un S3, accompagné, n'est-ce pas, d'un Dynamo DB. Et c'est ça qu'on va faire juste là maintenant. Alors, donc je vous montre. Donc, le premier fichier qu'on a ici, c'est le fichier, n'est-ce pas, pour setup, n'est-ce pas, notre backend. Donc, j'ai appelé ça AWS State Backend. À l'intérieur, j'ai mis le main.tf. Donc, il faut d'abord créer l'infrastructure pour stocker le fichier, terraform.tf state avant maintenant de créer, n'est-ce pas, cette infrastructure-là pour que automatiquement ce fichier-là soit stocké directement sur AWS grâce à Terraform. OK? Donc, ce qu'on va faire ici, c'est très simple. On va ici préciser. Ici, on précise le provider qu'on utilise. Ici, on va dire qu'on utilise AWS, n'est-ce pas, le AWS provider qui vient de HashiCorp/AWS et la version 3.0 ou plus grand que ça. Ensuite, ici, on a le provider. Donc, on va dire qu'on va préciser la région ici. On précise la région. On dit que, OK, on va préciser la région dans le US East 1 comme d'habitude, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on va faire ici? On va créer un bucket, n'est-ce pas? Je pense quand même que si vous avez suivi ma formation jusqu'ici, nous sommes au jour 44, n'est-ce pas? Vous savez dire ce que c'est qu'un S3 bucket, n'est-ce pas? On va créer un bucket. Et c'est dans ce bucket-ci-là qu'on va, n'est-ce pas, mettre notre Terraform state. Et là, je vais appeler ce dossier DevOps Golden Brain TF state, n'est-ce pas? Vous pouvez mettre ce que vous voulez ici. Ensuite, je vais décider de ajouter un paramètre qui est le versioning. Donc, je vais faire du versioning, n'est-ce pas, pour que le fichier, n'est-ce pas, il soit versionné de telle manière que on puisse savoir que, ok, le 1er janvier, c'était comme ça, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, ainsi de suite. Là, on a une traçabilité de ce qui s'est passé à l'intérieur de notre infrastructure grâce au Terraform State. Ensuite, ici, je vais augmenter l'encryption, n'est-ce pas, juste question de sécurité, n'est-ce pas. Et là, maintenant, je vais ajouter, n'est-ce pas, un DynamoDB. Je vais appeler ça Terraform Logs, n'est-ce pas? Et ça va me servir à quoi? Ça va me servir juste à protéger le fichier Terraform. Parce que il peut arriver que deux utilisateurs ou bien deux DevOps ingénieurs essayent de faire un Terraform apply sur le même fichier, sur la même infrastructure en même temps. Maintenant, ce qui va se passer, c'est quoi? S'il arrive qu'un développeur est en train de faire un Terraform state, un Terraform apply, désolé, un Terraform apply sur l'infrastructure, le Dynamo développement va me permettre de lock, n'est-ce pas, le Terraform state, de telle manière que lorsqu'il va vouloir faire son apply, puisqu'il y a un développeur qui a déjà commencé son apply, ça va lock le fichier et on va lui dire Terraform state unavailable. C'est une erreur de ce genre. Et ça va d'abord attendre que ce Terraform apply là finisse, n'est-ce pas? Il faut bien m'écouter. Ça va d'abord patienter que le Terraform apply qui a été fait en premier le finisse. Et ensuite, ça va mettre le Terraform state à jour pour que la deuxième personne maintenant puisse faire maintenant son Terraform apply en toute sécurité. Cela va vraiment permettre d'éviter les conflits. Est-ce qu'on se comprend? D'accord. Donc, on va déjà commencer à... J'espère que vous avez compris. Si vous ne comprenez pas tout, vous pouvez poser des questions en commentaire. Aussi laisser un like sans oublier. Et aussi, tout ce code-ci, c'est sur mon GitHub repository. Donc, on peut aller naviguer là-bas rapidement. Donc, tout ça, c'est sur mon GitHub. Donc, on va ouvrir mon profil rapidement. Je vous montre
où est-ce que vous pourrez trouver ça. Et sachez que c'est le jour 44, n'est-ce pas? Donc, vous venez là, voici mes repositories, j'ai 106 repositories. On clique là, vous voyez formation DevOps 60 jours. Vous cliquez là, vous allez ouvrir le jour 44. Donc, vous descendez juste là. Ok, j'ai pas encore poussé. J'ai pas encore poussé. J'ai pas encore poussé. Donc, de la même manière, le jour 44 sera disponible juste après cette vidéo. Et vous pourrez cliquer ici pour voir, n'est-ce pas, le jour 44. Mais juste que ça, c'est plutôt pour le jour 43. Alors, on peut continuer. Maintenant, quand j'ai fait ça, je peux faire un Terraform init. Je peux faire un Terraform init. Ok, là, je vais faire Terraform init. Ok, Terraform initialize is an empty directory. D'accord? C'est super. Donc là, je vais alors faire... non, non, non. Je dois entrer dans le jour 44. Ah, jour 44. Ok. Là, je fais un clair Terraform init ls. Oh, ok. Je dois entrer dans le Terraform state backend. Ok. cd adbvs Terraform state backend clair Terraform init. Ok. Là, c'est en train d'initialiser tout ça. Donc, quand ça va créer, ça va nous créer un S3 bucket du nom de DevOps Golden Brain TF State. Ça va nous créer du versioning, ça va nous faire de l'inscription sur ce S3 bucket. Ensuite, ça va nous créer un Dynamo DB, n'est-ce pas, appelé Terraform Logs. Donc, nous pourrons déjà aller sur notre compte ici et chercher le service S3. On va ouvrir ça. Et c'est dans quelle zone que ça va créer ça? Ça va créer ça à East, US East 1, n'est-ce pas? C'est ici que ça va créer. Dans le temps que ça ouvre, on va choisir aussi US East 1. Ok. Ça prend un peu de temps. Ok, bon, le temps que ça charge, il y avait quelque chose que j'aimerais aussi vous montrer. C'était le Terraform Registry, n'est-ce pas? Ici, ça vous montre la liste de tous les providers AWS qu'on peut utiliser dans Terraform, n'est-ce pas? Ça vous donne tout ça. Donc, la page charge. La page charge. Ça n'a pas encore terminé. Ok. Par exemple, si je recherche je vais rechercher le AWS Bucket, n'est-ce pas? Donc, c'est ça qu'on va rechercher ici. Donc, je cherche ça. Vous allez voir. En fait, voici ce que je viens d'utiliser. Le AWS S3 Bucket. Vous allez voir ici. Voici, on va vous montrer comment utiliser. Si tu dis resource, tu peux appeler ça exemple. Maintenant, bucket, le nom de ton bucket, ça sera quoi? Tu vas appeler ça my Terraform test bucket. Et maintenant, tu as les tags. Le nom du bucket, c'est quoi? Tu vas appeler ça my bucket. C'est pour quel environnement tu peux appeler ça? Tu peux appeler ça dev. Maintenant, on va te dire bucket in account regional namespace. Ça veut dire que tu veux créer ça dans une région spécifique, tu vois. Donc, tu peux dire bucket ici. Et dans ton format ici, tu vas préciser la région ici comme un paramètre, tout simplement. Donc, ça sera à toi de voir. Donc, ça, c'était que pour une seule commande. Il y a tellement de commandes ici. Vous allez voir, il y a le AWS Bucket Policy. Ça veut dire que le Bucket Policy ici, c'est si tu veux peut-être définir des permissions. Tu vois, tu as des permissions. Tu veux peut-être que le service soit accédé par peut-être tel utilisateur ou bien peut-être telle ressource, n'est-ce pas? Tu peux, n'est-ce pas, écrire un Bucket Policy. Donc, vous voyez ici, on crée une ressource AWS. Ensuite, ici, on crée un resource policy pour dire allow access from another account. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Donc, avec Terraform, on peut tout faire ce qu'on passe le temps à cliquer là. Et c'est pas très bien de cliquer comme ça. Conseil de professionnel, si vous travaillez dans une infrastructure, évitez de cliquer au maximum. Ça, c'est un conseil qu'un grand frère m'a donné et je vous le donne aussi gratuitement, tout comme je suis en train de faire cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à liker et aussi à commenter pour, n'est-ce pas, m'encourager à continuer de faire, n'est-ce pas, ce genre de contenu. OK? Donc, ça télécharge toujours. Donc, on peut, n'est-ce pas, continuer à explorer. Donc, ça, c'était pour les services S3. Si, par exemple, je viens sur les EC2, vous voyez, il y a un, oui, je vais dire AWS Instance, par exemple. Je pense qu'on a utilisé le AWS Instance dans notre cours précédent. Voici le AWS Instance. Donc, ça, c'est ce qui nous permettait d'utiliser une machine, une image, un Amazon Image, un Amazon Machine Image. Voilà, c'est ça. Le Amazon Machine Image. Donc, c'est ça. C'est ça. Dommage que ma connexion est un peu lente. Normalement, ça devrait avoir, n'est-ce pas, fini. Ok. Le init a terminé. Le init a terminé. Donc, ce qu'on va faire, on va nettoyer ça et on va faire le Terraform
plan, faut toujours faire le Terraform plan parce que tu ne sais pas ce qui peut se passer dans ton infrastructure. Donc, il faut toujours faire le Terraform plan pour se rassurer de ce que tu es en train de faire, n'est-ce pas? Donc, c'est très important. Très, très important. Ok. Voyons voir ce qui va se passer. Donc, on va ajouter 4 ressources. 0 changer, 0 détruire, n'est-ce pas? Là, on est sûr que c'est ça qu'on veut faire, ok? Donc là, on va faire le Terraform Apply, ok? Ok. Vous voyez, lorsque je fais le Terraform Apply, il y a le Terraform State a déjà été créé, mais automatiquement, vous allez voir, ça va se créer ici, ça va se changer. Dès que j'entre Yes, pour dire que oui, je valide tout ce qui va être fait, j'accepte. Ok, et là, je patiente un peu. Vous voyez, le Terraform State, c'est encore vide, mais tout à l'heure, là, vous allez voir, il y aura des choses à l'intérieur. Ok, vous voyez, ça s'est rempli automatiquement. Donc, c'est en train de dire quoi? C'est en train de dire que euh, j'ai quoi comme ressource ici? J'ai du 1S3. Vous voyez, j'ai un S3 ici. Donc, ça veut dire que je peux aller quand même regarder peut-être si le S3 bucket a été créé. Donc, je recharge la page. Ok, voici mon Golden Brain TF State que j'ai créé. C'est juste ici. Bon, ça c'est un qui était là depuis. Donc, voici ce que je viens de créer juste. Nous sommes le juillet 25, n'est-ce pas? Vous pouvez le voir ici. Et qu'est-ce que ça a encore créé d'autre? Donc, ici, vous voyez, ça a créé une ressource. Et en fait, je vais un peu fermer ça. Ensuite, qu'est-ce que ça a encore créé? Manage Server Encryption. Ok, voilà l'encryption que ça a fait. Donc, je vais aussi fermer ça. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait le versioning, n'est-ce pas? Et sûrement, le dernier, c'est le DynamoDB. On me dit qu'il y a une erreur. On me dit qu'il y a une petite erreur. Error creating DynamoDB. Access denied. User is not authorized, n'est-ce pas? Pour avoir. Oh là là, je n'ai pas ajouté les permissions pour ceci dans le groupe. Donc, je vais juste aller ajouter cette permission aussi dans le, dans le IM group, n'est-ce pas? Ok. Donc, je vais venir dans IM user group. Je vais choisir Terraform group. Je vais venir ici, sélectionner ça. Ok. Là, je vais venir sur Permissions and Boundary. Non. Ok, j'ai cliqué plutôt sur User Groups Permissions. Ça charge. Ok, là, je vais dire Add Permission. Attach Policy. Ok, je vais chercher ici la Dynamo. DynamoDB Full Access. Voici ce dont j'ai besoin. Là, je dis Attach Policy. Ok. Et c'est parti, c'est bon, c'est ok. Donc, je attends ça charge. Ok, voici le Dynamo. Maintenant, je peux refaire mon apply juste là. Donc, j'espère que tout va bien se passer maintenant. Donc, je peux déjà aussi aller du côté de DynamoDB. Dynamo. Donc, je vais chercher Dynamo ici. Ok. Ok, yes. Ok. Dynamo Database Stable Terraform Logs Creating, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que je vais venir ici, je vais chercher Tables. Voilà ça. Voilà mon Terraform State Locking. Donc, si on regarde le code, c'est exactement comme ça que je l'avais appelé. J'avais appelé ça le Terraform State Locking. Juste là. Terraform State Locking. Et c'est ça qui a été créé ici. D'accord? Donc, c'est juste ça. Donc, maintenant, si on regarde bien, on va voir que le state doit être stocké à l'intérieur du S3. Mais c'est pas encore stocké à l'intérieur du S3. Il faut bien comprendre, c'est pas encore stocké à l'intérieur du S3. Maintenant, lorsque on va venir ici à l'intérieur du web application, parce que là, on a juste créé l'infrastructure pour stocker le Terraform State. Donc ici, on a créé l'infrastructure pour stocker le Terraform State. Maintenant, on va migrer notre Terraform State vers, n'est-ce pas,
vers l'infrastructure qu'on vient de créer. Et pour ce faire, on va aller dans le Web App Architecture main TF, n'est-ce pas? Donc, c'est ici qu'on va aller. Donc, voici l'infrastructure que nous, on veut créer, n'est-ce pas? Voici l'infrastructure que nous, on veut créer. On veut créer l'infrastructure ci, n'est-ce pas? Avec cette architecture-ci. C'est ça qui est là, comme code de Terraform ici, n'est-ce pas? Donc, on va faire ça rapidement. Pour ce faire, voici le code que tu vas ajouter. Juste en haut, n'est-ce pas? En haut du required providers, n'est-ce pas? Tu vas ajouter backend. Tu vas mettre S3. Tu vas préciser le bucket, n'est-ce pas? Le bucket que tu vas utiliser. Tu vas préciser le key. Moi, j'ai mis jour 44 Terraform State. Tu vas préciser la région US East 1. Tu vas préciser le Dynamo DB table. Donc, ça, c'est la table que tu veux mettre. Et tu vas préciser l'inscription que tu veux faire. OK? Donc, maintenant, tu vas refaire juste le CD. Tu vas faire AWS. Non, web. Et là, tu vas faire Terraform init pour réinitialiser le backend. N'est-ce pas? Puisque ça, ce sont des ressources qui existent déjà sur AWS. Donc, vous voyez, sur cette configure backend S3, S3, Terraform automatically use this backend unless the backend configuration changes. Donc, on est en train de te dire qu'on va utiliser ça comme backend pour stocker, n'est-ce pas, notre ressource Terraform State qui est ici. Donc, c'est en train de initializing provider plugins. Donc, c'est encore en train de faire l'initialisation qu'on a eu à faire au début. Donc, on va encore patienter. OK. Donc, on peut se rendre compte ici là que ça a terminé. Vous allez voir ici, Terraform has created a log file .terraform to record the provider selections it made above. Include this file in your version control repository, okay? So that the Terraform can guarantee to make the same selections by the future. On te dit ici là que la ligne 8 est dépréciée, c'est-à-dire on n'utilise plus ça. Ok, donc on dit Terraform has been initialized successfully. Ok, donc maintenant je vais faire mon Terraform. On a fait le init, n'est-ce pas? Donc on va faire maintenant le Terraform plan. Terraform plan pour voir ce que on va faire comme changement. Donc on me demande d'utiliser ici le log file. Donc je pense que c'est ce que je vais aller faire. Donc on me demande d'utiliser ici le log file. Je vais juste rentrer là et à la place de Dynamo table, c'est ça, à la place de Dynamo table, ok, je vais utiliser log file. Log file rapidement. Ok, bon, là j'essaie encore le Terraform plan. On me dit, oh, c'est comme s'il faut Terraform init encore. Terraform init. A change in the backend configuration has been detected, which may require migration existing. If you wish to attempt automatic migration of the file, use Terraform init migrate state. Ok, c'est ça qu'on va faire. Copy, paste. Inappropriate value for attribute use log is a build required. Ok, ok, c'est un boolean. D'accord, c'est un boolean. Je vais mettre ici use log file is equal to bon, false. Ok, ça ne me dérange pas. Là, j'aligne. Ok, et je fais le Terraform init migrate state. Ok, là on doit patienter. Ok, donc c'est terminé. Bon, la ligne là, tu vous là, bon, c'est pas grave. Je vais quand même faire je vais quand même faire le plan. Voilà, on nous dit maintenant acquiring state lock. This may take a few moments. Donc ça veut dire que ce qu'on a fait a fonctionné. Parce que ce n'est pas là en local. Donc si on rentre rapidement sur AWS et on va chercher le S3, parce que c'est à l'intérieur du S3 qu'on a stocké n'est-ce pas, notre fichier TF state, n'est-ce pas? Donc c'est en train de créer, vous voyez ça, voilà, pardon, ça, voici ce que ça va créer. On nous dit que ça va créer 19 ressources, 0 changé, 0 détruit. Donc avant de créer tout ça, regardons déjà ce qui est à l'intérieur de
notre S3. Donc, vous voyez, voici jour 44. Et vous allez vous rendre compte que c'est exactement la clé. C'est exactement la clé que j'ai mis ici. Lorsque je créais... non, ici plutôt. Oui. C'est exactement la clé que j'ai mis ici. Que j'ai appelé key, comme mon backend key, n'est-ce pas? C'est ça que j'ai mis ici. Donc, vous allez vous rendre compte que... Voici, à l'intérieur du jour 44, qu'on voit ici, on a le Terraform State. Donc, voici ça. Et dans le Terraform State maintenant est stocké, n'est-ce pas, sur AWS. Et c'est un peu ça, c'est un peu ça. Donc, je peux même le télécharger pour qu'on puisse rapidement voir, n'est-ce pas, ce qu'il y a à l'intérieur. Là, j'ouvre. Vous voyez. Donc, voici le state. Actuellement, dans le state, si vous vous rendez compte, il n'y a rien, n'est-ce pas? Il n'y a rien. Donc, je vais maintenant lancer le Terraform Apply. Et là, on va voir ensemble ce qui a été fait. En fait, vous allez voir que, n'est-ce pas, le state va maintenant changer. Et tout ça, c'est avec de la sécurité dessus, avec un DynamoDB pour se rassurer que deux DevOps ingénieurs ne fassent pas le apply sur le même state en même temps, n'est-ce pas? Ça pourrait causer des problèmes. Donc, c'est ça. On dit acquiring state lock, this may take a few moments. Donc, quand tu as ça sur ton Terraform Apply, ça veut dire que ce n'est pas sur ta machine en local, n'est-ce pas? Si vous vous rendez-vous compte ici, ça, j'ai pas de Terraform State ici. Je n'ai pas de Terraform State, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous voyez. Je n'ai pas de Terraform State ici. Donc là, c'est en train de créer. On me dit, est-ce que tu veux créer tout ça? J'ai dit oui. Et aussi, il y a tellement de choses à faire dans cette vidéo. Il y a tellement de choses à expliquer. Avant même de faire ça, je suis censé vous expliquer même l'architecture, n'est-ce pas? Parce que là, c'est ça, c'est la photo, n'est-ce pas? Ça, c'est la photo. Mais je dois aussi vous expliquer l'architecture, n'est-ce pas, qui est derrière tout ceci. OK? Donc, on va commencer. Donc, ici, ça, c'est le Terraform pour préciser le provider. Donc, on est en train de dire require provider. On va utiliser le provider de AWS et voici la version. Et à côté de ça, on va préciser le backend, n'est-ce pas? On va préciser que, ok, notre backend, on veut que tu stockes notre Terraform dans le bucket DevOps Golden Brain TF State et avec un DynamoDB table de Terraform State Locking, n'est-ce pas? Ça, je vous ai expliqué ça, ok? Maintenant, là, tu vas préciser la région de manière très simple. Tu précises juste la région que tu veux utiliser. Ça, c'est clair. Maintenant, ce que tu vas faire ici, c'est tu vas définir une instance AWS, n'est-ce pas? Tu vas définir une instance AWS en te basant sur un Amazon Machine Image. J'ai expliqué ça dans la vidéo précédente. Donc, ça, c'est un peu comme une image Docker que tu vas utiliser pour créer un conteneur dans lequel tu vas lancer ton application. Et voici l'instance type. Donc, ça, c'est un titre sur micro. Ça veut dire que c'est une machine avec un petit CPU. Il y a plusieurs, il y a les nano, il y a les micro, il y a les macros. Donc, ça va dépendre de ton budget. Moi, je suis tout sur un petit budget, donc je ne veux pas avoir de grosses factures à la fin. Donc, je vais juste prendre un titre sur micro. Il y a les security groups. Les security groups, c'est un peu comme les firewalls. Là, c'est une manière de définir qui, ou bien je vais dire oui, qui, ou bien quel service peut, n'est-ce pas, avoir accès à ton application, ou bien peut communiquer avec ton application. Je vais vous expliquer ça plus tard en bas, n'est-ce pas? Pour l'instant, on va d'abord passer. Je sais que j'ai un security group, c'est-à-dire j'ai un ensemble de règles qui vont par exemple dire que je veux que mon application communique seulement par le port 8080 venant des adresses IP version de IPv4 par exemple. Pas d'adresse IP IPv6, n'est-ce pas? Donc ça c'est le security group, j'arrive encore dessus. Maintenant ça c'est le user data, n'est-ce pas? Le user data, c'est ça qui va nous permettre de écrire un peu comme un template qu'on veut lancer à l'intérieur de notre cluster. Donc, on aura l'occasion de faire ça plusieurs fois. Donc, pour l'instant, je veux que lorsque la machine se lance, n'est-ce pas? C'est à ça que va me servir le user data. Quand la machine se lance, qu'est-ce que je veux faire directement sans toutefois entrer dans la machine ou bien le faire manuellement? Qu'est-ce que je peux faire automatiquement? Je veux, n'est-ce pas, exécuter un script qui va charger le fichier index.html, n'est-ce pas, à l'intérieur qui va charger Hello World 1 à l'intérieur de index.html et je vais lancer, n'est-ce pas, ce fichier là sur le port 80 000 en utilisant Python, tout simplement. Donc voilà, c'est tout ce que moi je suis en train de dire, ok? Donc là c'est clair, n'est-ce pas? Et je vais faire la même chose pour deux instances parce que si on regarde notre architecture ici, on va se rendre compte que on a deux instances. Donc on a déjà on a créé la première instance ici et il y a la deuxième instance qu'on pourra voir ici. Donc il y a ici instance 1, instance 2. Et sachez que les AWS instances, ce qui est ici là, c'est le AWS resource type. Non, ça c'est le resource type. Vous voyez, parce que c'est même ça qui s'affiche ici, resource type, n'est-ce pas? Et ici, ça c'est le nom pour faire référence à ton service sur Terraform. Parce que quand ça arrive déjà sur AWS, ça prend un autre nom. Le nom que tu as donné, n'est-ce pas, à l'intérieur, le nom que tu as donné quand tu définissais tes ressources ici.
Donc, c'est un peu ça. Donc, là, on a créé deux machines. Je pense que cette étape, si on l'avait aussi fait lors de notre vidéo précédente au 43e jour, on a fait ça. Et maintenant, on fait aussi la même chose avec les security group. Et juste que la seule différence ici, c'est quoi? Ce qui va changer, c'est le Hello World 2, n'est-ce pas? Pour dire que ça, c'est la deuxième application. Parce que dans notre architecture, on va utiliser un load balancer. Et le load balancer utilise l'algorithme du round robin. Ça veut dire que on hit le premier serveur, ensuite on hit le deuxième serveur. Et dès qu'on a fait le tour, on recommence. Donc ça veut dire qu'on va hit le premier, hit le deuxième, hit le premier, hit le deuxième, et ainsi de suite. Donc c'est comme ça que ça va, n'est-ce pas, partager la charge et, n'est-ce pas, réduire la charge sur une seule, sur les deux, en fait, distribuer les charges. C'est ça le rôle d'un load balancer. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a le bucket, n'est-ce pas? Le bucket, on va créer un bucket très simple sur lequel on va ajouter le versioning et l'inscription comme la fois passée. Donc ça, c'est les étapes pour créer le bucket. Ici, tu as quoi? Tu as ton le DevOps Golden Brain Web App Data. Donc, ça veut dire que c'est en train de créer tout ça. Maintenant, vous allez voir ici, on crée on active le bucket versioning sur ce conteneur-ci et on décide de la grille d'inscription qui est le AES 256, n'est-ce pas? Et c'est juste ça qu'on fait ici. Et on l'a déjà fait, n'est-ce pas, lorsqu'on crée le bucket pour stocker notre TF state, n'est-ce pas? Et c'est ce AWS bucket que nous avons créé. Donc, actuellement, nous avons créé trois ressources. On a créé les deux instances EC2 et on a aussi créé le S3 bucket, n'est-ce pas? Pour stocker en fait, pour stocker nos documents. OK? Pour stocker nos documents. Donc, tout simplement, si tu as peut-être des documents, tu as des images, tu as des fichiers JavaScript qui vont interagir peut-être que sur ton front-end, sur ton site, tu peux juste les stocker ici, que les stocker directement sur ton serveur parce que c'est lourd pour avoir accès à ça sur ton serveur. Maintenant, on va utiliser le VPC, le Virtual Private Cloud, par défaut. Donc, on va pas créer. Donc, ça veut dire que lorsque vous voyez déjà data ici, sachez qu'on n'est pas en train de créer la ressource, mais nous sommes en train de chercher à utiliser une ressource existante. Donc, tu vois, je mets ici la data, j'utilise le AWS VPC, je dis default VPC, j'appelle ça default VPC. Maintenant, je dis default est égal à true. Ça veut dire que c'est qui est là, n'est-ce pas? Là, le VPC par défaut, on va utiliser ça. C'est la même chose que je fais ici là, avec les subnets, n'est-ce pas? Les subnets. Donc, je vais utiliser les subnets qui sont là par défaut. Vous allez voir, je vais écrire ici là, VPC ID est égal à data.aws VPC, ce que j'ai défini ici, default VPC, ça, .id. Donc, ça, c'est les VPC par défaut que j'ai envie les subnets par défaut que j'ai envie d'utiliser. OK? Donc, maintenant, on va créer la ressource du AWS Security Group. Donc, rappelez-vous, le Security Group, pour les instances qu'on a utilisées ici en haut, instances, c'est ça en fait qu'on va maintenant utiliser. C'est maintenant ça qu'on va définir les règles. Parce que là, ça c'est on vous dit ce qui est un security group. Mais le security group, puisque c'est défini beaucoup plus bas ici en bas, c'est ici qu'on va maintenant définir les règles de ce security group. Donc là, je crée juste un security group et j'appelle ça instances, n'est-ce pas? J'appelle ça le security group pour les instances. Et maintenant ici, qu'est-ce que je fais? Je donne juste un nom, instance security group. Maintenant, je vais créer une règle, un security group rule. Donc, ça veut dire qu'une règle de sécurité. Je vais appeler ça allow HTTP inbound, n'est-ce pas? Ça, c'est une connexion inbound. Ça veut dire que tout ce qui vient de Internet. Donc, ça veut dire que voici peut-être Internet. Maintenant, inbound, ça veut dire que c'est en train d'arriver plutôt sur ton application ou bien sur ton infrastructure, n'est-ce pas? Donc, c'est en train d'arriver sur ton... si on regarde ici, on va voir que ça vient où? Ça vient sur Elastic Load Balancer, n'est-ce pas? Donc, c'est en train d'arriver sur ton ELB, Elastic Load Balancer. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça, c'est les inbound. Il y a aussi les outbound. Les outbound rules, c'est tout ce qui va plutôt quitter le serveur. Donc, ici, tu vas plutôt faire tout ce qui va quitter ton application vers l'extérieur, c'est-à-dire vers Internet, n'est-ce pas? Donc, tu peux aussi définir des règles pour ça. Tout simplement. D'accord? OK. Donc, maintenant, le type ingress, en fait. Ingress, c'est pour dire que c'est en train d'entrer, n'est-ce pas? Et le security group, tu es en train de connecter ça au security group si que tu as créé plus haut. Ça. Vous voyez, tu es en train de connecter la règle si tu connectes ça ici en haut. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de définir la rangée des ports. Parce que tu es en train de dire from port 8080 to port 8080. C'est vrai que tu es en train de dire qu'on ne peut se connecter que sur un seul port. Par contre, si tu disais from port 8080 comme ceci, mais tu arrives ici, tu disais to port maybe 8090. Ça voudrait dire ça que quoi? Ça voudrait dire ça que tu es en train de dire que le port 80, 81, non 80 d'abord déjà, ensuite 80, 81 dedans, 80, 82 dedans, jusqu'à 80, 90.
Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand tu mets le même port deux fois, là, tu es en train de spécifier une rangée bien spécifique là, tu définis les ports sur lesquels, c'est une règle, n'est-ce pas? C'est une règle. Donc là, tu es en train de définir les ports sur lesquels tu veux faire agir cette règle-là. Donc là, vous allez vous rendre compte que ici, j'ai lancé l'application sur le port 80-80. Donc, à part ce port-ci, je n'ai plus besoin d'un autre port. Donc, je vais juste mettre là 80-80, n'est-ce pas? Juste pour spécifier que c'est juste sur ce poste-là que je veux. Ensuite, le protocole, ça, c'est TCP. Le TCP, c'est pour tout ce qui est HTTPS, HTTP, tout ce qui est, en fait, tout ce qui est web, quoi, n'est-ce pas? Tout ce qui est web, on peut passer par là, n'est-ce pas? Et ensuite, le CIDR block, c'est juste pour dire que, c'est juste pour préciser les adresses IP qui peuvent se connecter, qui peuvent respecter cette règle-ci. Ça veut dire que, là, quand tu mets comme ça, tu es en train de dire que tous les adresses IP de version 4, n'est-ce pas, peuvent se connecter. Mais si tu mettais une adresse IP spécifique, peut-être tu mettais, je dis n'importe quoi, tu mettais peut-être 72.20.80. Peut-être 58. Là, tu es en train de dire que ce n'est rien que cette adresse IP qui peut se connecter via ce port-ci. N'est-ce pas? Là, tu es en train de dire que c'est rien que cette adresse IP. Mais le fait que tu mets 00, ça veut dire que n'importe qui est sur Internet avec une adresse IP de version 4 peut se connecter à cette application-ci. Ou bien, peut passer par là, peut utiliser cette règle, n'est-ce pas? C'est ça. Ensuite, ici, on a le AWS load balancer. Load balancer listina, n'est-ce pas? Là, tu as défini, ici, tu as créé ton AWS load balancer. Tu as créé ton, dans le load balancer, on le crée juste ici en bas, plus bas. On le crée plus bas ici. Là, tu as créé ton load balancer. Mais, il lui faut un listener. Tu vois, quand tu crées ton load balancer, c'est un peu comme si tu crées un load balancer. Tu donnes un nom. Ici, tu donnes le balancer type application. C'est-à-dire, si tu connais le OC model, il y a cette étape, bien cette layer. Et là, tu es en train de dire que tu es au septième layer. Le septième layer, c'est l'application, n'est-ce pas? C'est l'application. Donc, ça veut dire que ça, c'est au niveau des routes. Donc, ça, c'est au niveau de l'application même. Donc, quand je dis au niveau des routes, ça veut dire que tout ce qui est slash, ou bien slash login, slash dashboard, n'est-ce pas? C'est en fait, c'est ce genre de redirection que ça fait. Puisque c'est le type application. Il y a plusieurs types de load balancer. Donc, il faut tenir compte de ça. Alors, donc là, tu as créé ton load balancer. Mais il faut aussi que tu crées un listener. Et tu lui donnes une règle. Donc, tu es en train de dire là que sur mon listener ici, donc tu es en train de créer un listener ici. Tu es en train de dire que, ok, écoute sur le port 80 déjà, et ça doit être un protocole HTTP, tu vois. Et maintenant, si ce n'est pas l'un des deux ci, en fait, mais si ce n'est pas les deux ci à la fois, renvoie une page 404. Voilà ce que tu es en train de dire ici. Renvoie une page 404, n'est-ce pas? Donc, par défaut, tu vas renvoyer une page 400, une page 404. Si tout est ok, tu vas plutôt faire un forward, tu vois. Tu vas plutôt faire un forward, et c'est plus bas. Donc là, ça, c'est juste le listener. Maintenant, ici, il y a les target group. Les target group, maintenant, c'est pour connecter ton AWS, ton load balancer à tes instances ou bien à tes machines que tu as créées plus haut. Donc, voici là, tu crées un target group. Donc, c'est encore un autre type de ressources sur AWS. Tu crées un load balancer target group et ensuite, tu vas relier maintenant tes deux applications avec que ce target group-ci en utilisant le load balancer group attachment, comme on peut voir ici. Vous allez voir que on est en train de relier le AWS Load Balancer Target Group à l'instance 1 ici. Ensuite, on va faire la même chose pour l'instance 2. Est-ce qu'on se comprend? Ok, on se comprend. C'est très simple, n'est-ce pas? Je pense que si vous ne comprenez pas tout là, maintenant, sur le coup, il faut que vous preniez juste un peu de temps et vous utilisez même l'intelligence artificielle ou bien vous vous rapprochez, n'est-ce pas? Vous pouvez m'écrire personnellement, je pense que je vais vous répondre. Et aussi, vous utilisez l'intelligence artificielle pour décortiquer, n'est-ce pas? Parce que c'est aussi comme ça que moi j'ai appris. Lorsque je ne comprenais pas quelque chose, je me battais pour comprendre avec l'intelligence artificielle et aussi je posais des questions à des personnes, n'est-ce pas, qui comprennent mieux que moi. Ok? Donc là, tu fais ton groupe attachment au groupe que tu as créé, au target group ci que tu as créé juste là. Et maintenant, tu vas relier ce target group ci, tu vas relier ça à ton load balancer. Tu vois? Tu vas relier ça à ton load balancer. Ici, AWS Security Group. Tu vois? Tu vas relier ça à ton load balancer. Donc, je me suis arrêté où? Disons que je vais continuer. Ok, on est ici, les AWS Target Group, n'est-ce pas? Ensuite, tu fais les attachements, tu lis le Target Group à l'instance et tu fais ça 2 fois. Maintenant, dans ton listener rule, n'est-ce pas? Dans ton listener rule, parce que en haut là, tu as créé un listener. Tu as juste créé le listener. En haut ici, tu as créé le listener. Il faut bien comprendre. Tu as juste créé un listener que tu es en train de dire ici là que, ok,
ça écoute sur le port 80 et ça doit être, n'est-ce pas, du protocole HTTP. Mais tu n'as rien dit d'autre. Tu as juste dit que, ok, que voici ce qui doit se passer. Et que si ça là ne se passe pas, voici l'action par défaut que tu veux faire ici. Mais par contre, maintenant, tu as une règle pour ça. Ici, tu es en train de dire que quoi? Que tu es en train de dire que déjà, tu vas relier cela à ton listener, n'est-ce pas? Tu vas relier cela à ton listener. Et la condition ici, là, c'est sur tout type de path, que ce soit slash, que ce soit slash login, que ce soit slash dashboard, que ce soit slash logout, que ce soit slash user, que ce soit slash authentication, tu vas, n'est-ce pas, tout accepter. Et maintenant, quand tu acceptes déjà ça, tu peux, n'est-ce pas, faire une action qui est du forward. Le forward, rappelez-vous, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que lorsque on reçoit les requêtes sur le port 8000, sur le port 80, pardon, sur le port 80, on va faire ce qu'on appelle un forward, tout simplement. Et lorsque tu fais ton forward, dans l'action ici, ça sera un forward. Et tu vas faire le forward vers quoi? Tu vas faire le forward vers les target group que tu as reliés à tes instances. N'est-ce pas? Voici les target group qu'on a reliés tout à l'heure. Je vous ai dit qu'on va relier ces target group-ci aux instances. Voici la première instance qu'on a reliée à ce target group. Et voici la deuxième instance qu'on a reliée à ce même target group en utilisant le target group attachment. Donc, sachez que ça, ce sont des trucs que vous pouvez faire manuellement, mais c'est mieux de les faire automatiquement avec Terraform, n'est-ce pas? Et tout ça, n'est-ce pas, vous allez les forward sur le port 80-80. Donc, ça veut dire que quand lui, il reçoit quelque chose sur le port 8000, sur le port 80 ici, lui, quand il va faire son forwarding, il va renvoyer ça sur le port 80-80, n'est-ce pas? Pour que ça puisse lire l'application. OK? Donc, ça, c'est les security group maintenant pour le AWS, n'est-ce pas, le load balancer, le AWS load balancer. Donc, ça veut dire que il y a deux security group ici. Il y a le AWS security group pour les EC2, n'est-ce pas, pour les EC2, et il y a aussi les security group pour le load balancer. Donc, il faut faire la différence. Maintenant, pour le load balancer, ça ne sera plus sur le port 80-80 comme pour les EC2 ici. Vous allez voir ici les security, oui, non, ici, oui, ici. Les security group, ici, allow HTTP inbound, c'était sur le port 80-80, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça, c'était pour les instances. Ça, c'est pour les instances, ça, c'est pour les machines, comme je vous expliquais. Maintenant, à ce niveau-ci, le security group ici, c'est pour le load balancer. Et le load balancer, vous savez que Nginx, par exemple, qui est un serveur web, si votre application utilise Nginx, c'est juste un exemple, Nginx va automatiquement écouter sur le port 80. Et généralement, même quand on parle de service web, ça écoute sur le port 80 en HTTP et sur le port 443 en HTTPS, n'est-ce pas? Donc ici, on va directement écouter sur le port 80, protocole TCP et le CIDR block, ce sera, n'est-ce pas, tout ce qui est IPv4, tout simplement, n'est-ce pas? Et maintenant, on va connecter, n'est-ce pas, ce security group, n'est-ce pas, qu'on a écrit pour le load balancer, un autre load balancer qu'on a créé ici. Donc, je vous avais d'abord expliqué qu'il y a deux types il y a deux types de security group rule. Généralement, tu peux utiliser le ingress pour dire que le trafic est en train d'entrer. Donc, quand le trafic entre, on veut spécifier qu'on va utiliser le port 80 et ça doit être d'un type TCP. Et c'est n'importe quelle adresse IP qui peut accepter tout ce qui entre. Mais lorsque ça sort, c'est le port 0, c'est le port 0 qu'on spécifie comme rangé ici. Et on dit ça, bon, tout protocole, n'est-ce pas? Tout protocole, n'est-ce pas? Et là, on dit aussi, mais quand tu as mis ça, tu es en train de dire que actuellement, on laisse aucune connexion, tout simplement. Et maintenant, là, tu as ton load balancer et tu vas juste te connecter ça à ton security group, tout simplement. OK? Et là, tu as aussi tes subnets, tu vas aussi connecter ça à tes subnets, n'est-ce pas? Parce que quand vous voyez l'architecture, c'est à ce niveau-ci, sachez que ici, il est possible que les deux serveurs ci doivent soit dans deux différents subnets. C'est possible. Maintenant, c'est ça a ton load balancer de savoir où est-ce qu'il va rediriger. Donc, un load balancer perd que dans plusieurs subnets à la fois, ou bien communiquer avec plusieurs subnets à la fois. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Maintenant, ici, il y a le route 53, primary. Donc, le route 53 ici, c'est pour, n'est-ce pas, ton nom de domaine. Bon, actuellement, j'ai pas de nom de domaine que je peux utiliser. Donc, tu pourras ajouter ton nom de domaine ici. Ça va automatiquement faire la configuration pour toi. Donc, tu peux ajouter un record, n'est-ce pas? Que ce soit un record, que ce soit un CNAME, que ce soit un record, que ce soit un CNAME record. Donc, ça sera à toi de faire ça. Tu vas ajouter juste la zone. La zone ici, c'est ce que tu as créé ici. Vous voyez? La zone, c'est ce que tu as créé ici, là, le AWS Route 53 zone.primary. Donc, zone ID, c'est ça. C'est dans la zone que tu veux créer. Pour quel domaine? Le domaine, ton domaine. Et c'est quoi? C'est un record, n'est-ce pas? C'est un record. Et maintenant, alias, ça veut dire que où est-ce que tu es en train de vouloir rediriger? Ça veut dire que quand quelqu'un hit ici,
qu'est-ce que tu fais? Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu renvoies ça sur ton load balancer. Pourquoi? Parce que sur ton load balancer, c'est sur ton load balancer ici que tu as fait les redirections de ton application, n'est-ce pas? C'est ici que tu as fait les redirections de ton application. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça qu'on fait ici. Donc, à travers ton domaine, on ne touche pas directement l'application, on touche d'abord le load balancer. Et après, on va toucher le load balancer. Le load balancer, maintenant, lui, il va se charger de rediriger le trafic vers ton application en utilisant les target group, comme je vous expliquais plus tôt. Maintenant, ici, on va définir la base de données. Ça, c'est la dernière étape. Donc, la base de données juste là, ici. Donc, vous voyez, on a créé le Route 53 pour notre domaine et on a aussi créé on a aussi fait les certificats avec les records qu'on a créés. Ici, on a créé le load balancer avec les target group, les security group, ainsi que les inbound rules, n'est-ce pas? Et on a créé les deux machines-ci pour héberger notre application. Et je vous ai montré, n'est-ce pas, le user data de notre application. On a le S3 qu'on a créé aussi depuis. On a mis l'inscription dessus. On a aussi mis le versioning aussi. Et maintenant, nous sommes en train de créer la base de données juste là. Donc, je pense que c'est tout. Et maintenant, je pense qu'on peut rapidement aller sur, peut-être, je vais dire quoi? Je vais dire le load balancer. Donc, je vais chercher ici là, load balancer. Load balancer. Pour voir déjà les load balancer qu'on a pu créer. Ok. Donc, voici ce qui a été fait. Je vois qu'on a eu une erreur. Lorsque je vous expliquais, j'ai eu une erreur ici. Mais je sais pourquoi j'ai l'erreur. Je pense savoir pourquoi. Parce que j'ai sûrement mis your domain name. Et ce qui n'est pas un vrai nom de domaine. Donc, c'est normal que ça échoue un peu. Je pense que c'est à cause de ça. Sinon, les autres ont été créés avec succès. N'est-ce pas? Donc, regardons déjà notre load balancer. Elastic load balancer. Ok. Elastic load balancer. Donc, le nom de notre load balancer ici, c'est quoi? Regardons ça rapidement ensemble. Le nom du load balancer, il y a le load balancer juste là. Le nom du load balancer, c'est Web App Load Balancer. OK. Donc, nous sommes censés voir ça ici. Donc, ça charge. OK. Ici, vous pouvez voir notre load balancer ici. Vous allez voir ici, là, le Amazon App Load Balancer. C'est ça qu'on a créé. Donc, le load balancer a été créé. On peut aussi regarder les instances EC2 qui a été créées. N'est-ce pas? On peut regarder les instances EC2. Donc, voici les règles. Listeners rules, je vous avais dit, c'est le HTTP, le 80. Et on dit return fixed response. La page 404 si on trouve ring. Et en fait, c'est un peu ça. C'est un peu ça. On peut rapidement regarder peut-être le EC2 pour voir les deux instances qui ont été créées. Et aussi, puisque nous sommes déjà là, je pense qu'on pourra aussi, si on va dans le bucket, on va voir les deux buckets que j'ai créés là, le DevOps Golden Brain Web App Data, qui était notre S3 ici. Si je viens là, vous allez voir ça là, ici, DevOps. C'est ça qu'on a créé, n'est-ce pas, pour, voici ça qui a été créé. Donc, voici ça ici, n'est-ce pas? Donc, ça a été créé avec succès. Donc, en fait, l'infrastructure a été créée. Et voici, si je viens sur instance ici, vous pouvez aussi voir les deux machines qui ont été créées. Voici ça. On a ici les deux EC2, n'est-ce pas? Les deux EC2 qui ont été créés. Donc, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'ai fait beaucoup de choses. On a appris tellement de choses. La première chose déjà, c'était comment sécuriser, n'est-ce pas, son TF state. On l'a fait avec le S3 et le DynamoDB. Ensuite, je vous ai expliqué cette architecture ici. N'est-ce pas? On a fait cette architecture. Vous avez vu comment est-ce que c'est une architecture qui peut facilement supporter 500 à 2000 utilisateurs. Je vous ai expliqué ça au début. Et aussi, on a vu, n'est-ce pas, comment est-ce qu'on peut faire, n'est-ce pas, pour avoir ce type d'architecture en réel, n'est-ce pas? Donc, la seule chose qui n'a pas fonctionné ici, c'était à cause de mon domaine, n'est-ce pas? C'est your domain name. Je n'ai pas de domaine. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Sinon, normalement, ça devait fonctionner. OK? Donc, c'est tout pour cette vidéo. C'est tout pour cette vidéo. On se revoit dans la prochaine vidéo où nous allons voir comment organiser nos fichiers. Parce que jusqu'ici, j'écris tout à l'intérieur d'un seul
main.tf. Donc, on va commencer à avoir des trucs comme des variables et la modularisation aussi dans Terraform. Donc, revenons dans la prochaine vidéo. Ciao!